la magnificence des astres, Obalia n'est rien. Aussi devons-nous toujours nous rappeler de la grandeur du soleil et de la lune et honorer ces deux compagnons comme si le devenir de notre espèce en dépendait. Extrait du livre saint, psaume 432. Le fiacre de Théobald progressait lentement sur la route enneigée qui menait au col de Bison-Cendré. C'était une de ces voies anciennes, construites par les colons impériaux lorsqu'ils s'évertuaient à désenclaver les campagnes et à accroître la mobilité de leurs troupes. Après leur départ, les Givangars continuèrent d'entretenir la route qui leur permettait de franchir le col et de gagner la vallée des Boutons d'Or. Les différents clans familiaux empruntaient régulièrement cet axe pour migrer avec les saisons et profiter des ressources de la vallée lorsque le soleil devenait trop pesant pendant les mois d'été. Les deux cochers commençaient à somnoler après toutes les heures de route accumulées, mais la nature chaotique du terrain les empêchait toutefois de sombrer dans le sommeil. Théobald avait été formel. L'équipée devait gagner le sommet avant la tombée de la nuit. Un rendez-vous diplomatique de ce qu'avaient compris les cochers. 4 cavaliers lourdement armés accompagnaient le fiacre du roi, des soldats émérites et loyaux qui auraient donné leur vie pour servir leur monarque. Les chevaux peinaient, traînant leurs sabots dans la neige. Parfois, leur fer crissait au contact d'une plaque de glace et l'animal trébuchait sourdement avant de reprendre son pas lancinant. Théobald ne voyageait pas seul. Dans le compartiment du fiacre, son fidèle conseiller, Ramen, un homme d'une maigreur maladive, au visage en lame de couteau, lui tenait compagnie. « Pensez-vous, messire, que Mesnoz saura s'acquitter de la mission que vous lui avez confiée ?»« Il le faut, Ramen. L'avenir de la Perlande en dépend. J'ai pleinement confiance en lui, et la tâche qui lui incombe est, somme toute, une simple formalité pour un homme de sa trempe, » répondit le roi en poussant de la main le rideau d'une des fenêtres pour jeter un coup d'œil à l'extérieur de la cabine. « Vous avez raison, monseigneur. J'ai tort de mettre en doute le choix que vous avez fait. Mesnoz est un homme plein de ressources, et je sais que ni sa main ni son âme ne trembleront le moment venu. » Le monarque sourit en apercevant le casque de l'un des cavaliers qui avançait à côté du fiacre. « Parle-moi encore des Givangars, Ramen. Sont-ils aussi fiers qu'on le dit ? Ce sont des hommes et des femmes qui préféraient certainement mourir plutôt que de renoncer. C'est une de leurs forces, mais également une de leurs faiblesses, qui leur a joué bien des tours par le passé. S'ils avaient été un peu plus enclins au compromis, leur domaine se serait vraisemblablement étendu bien au-delà de la frontière actuelle. » Théobald afficha un large sourire. « La politique est un jeu compliqué dont on ne comprend les règles qu'à ses dépens, lança-t-il d'un ton cinglant. Et il faut se garder de penser que ce que l'on a appris est une vérité intangible à jamais, compléta le conseiller. Pour les Givangars, seule la nature est importante. Les affaires qui occupent la plupart des autres membres de l'Alliance sont pour eux des futilités qui les éloignent de leur communication avec la nature. Ils sont persuadés que toutes les autres baronnies font fausse route et ils ne respectent l'Alliance que pour ne pas avoir à perdre du temps et de l'énergie dans de nouvelles négociations. Il vous sera facile, monseigneur, de leur faire entendre raison. J'espère que tu as raison. Notre plan dépend grandement de la réaction des barbares. Si je parviens à les décider à nous soutenir, un tapis rouge s'ouvre devant nos bottes, ponctua le monarque en grimaçant de toutes ses dents. Si par contre ils s'y refusent, les choses seront plus complexes. Allons, monseigneur, ne vous angoissez pas. Vous avez les coupelles de sel ? Vous savez quelle promesse vous devez faire aux Givangars. L'entretien ne sera qu'une formalité, croyez-moi. Les récents événements jouent en votre faveur. Soyez confiants. Le fiacre venait juste de franchir le sommet du col. Il continua pendant une centaine de mètres sur la route principale avant de bifurquer sur une piste immaculée de blanc qui serpentait parmi les sapins. L'odeur tenace de la sève végétale s'insinua jusque dans la cabine. « Montre-moi encore une fois les documents, Ramen. Nous n'allons pas tarder à arriver », réclama Théobald en tendant son gant de velours au conseiller. Ce dernier jeta un bref coup d'œil sur l'énorme rubis du monarque et s'exécuta. « Voici, monseigneur, le faux acte de propriété du marais de Péchingre, rédigé par mes soins. Il est paraphé du sceau de la famille Léandre. »
Le baron cherche encore le doigt de sa fille aînée, ajouta le conseiller en gloussant. Vous savez, le majeur qui portait la chevalière. Assez, Ramène. Je ne suis pas d'humeur. On est trop important pour s'égarer dans des futilités. On dirait que tu ne réalises pas que l'avenir de la Perlande va se jouer dans les heures qui viennent. Allons, monseigneur, je ne plaisantais pas. Je voulais juste vous assurer que tout a bien été fait selon les règles et vous conforter dans le chemin de la réussite. Même le plus lettré des almariciens ne saurait détecter que ce titre est un faux. Vous avez ma parole. Eh bien, j'espère que ta parole me suffira pour mener à bien cette entrevue, Ramène. Sinon, c'est ta tête que je prendrai, rétorqua Théobald en détournant les yeux vers la fenêtre du fiacre pour essayer d'apercevoir les alentours. Le conseiller joignit les mains et baissa les yeux, les oreilles emplies par le bruit que produisaient les roues du fiacre en s'enfonçant dans la poudreuse. Un peu plus loin, deux individus vêtus de simples peaux de bête qui tombaient de leurs épaules musculeuses agitèrent des torches pour signaler au fiacre de ralentir. Des cochers tira brusquement sur les rênes de l'attelage qui se cambra, soulevant quelque peu les roues avant du fiacre. Ramène sortit le premier de l'habitacle. Il serra les dents lorsque ses souliers s'enfoncèrent dans la neige et qu'il sentit ses mollets pris dans la morsure du froid. Le monarque prit son temps avant d'apparaître au pied du marchepied. Il portait un long manteau de fourrure brune dont les revers de col étaient décorés de médailles militaires. Sa tête était coiffée d'une chapka noire sur laquelle une pierre d'ambre était fixée un peu au-dessus du front. Théobald joua un court instant avec sa moustache pour s'assurer qu'elle avait pris une forme convenable. Et d'un pas lent, il s'avança de la petite assemblée qui lui faisait face. Je ne dois pas montrer mon appréhension, ces barbares en profiteraient. Devant lui, une dizaine de barbares aux cheveux et barbes tressées se tenaient au centre d'un cercle délimité par des pierres levées. Les yeux étrangers fixaient Théobald durement, attentif à ses moindres gestes. Au milieu du cercle, un feu crépitait, illuminant les alentours désertiques. Prudemment, Ramène se tenait quelques mètres derrière le roi et avançait à petits pas, impressionné par les mines patibulaires et les regards intenses qui s'accrochaient à ses gestes. Certains guerriers givangars tenaient en main de longues lances aux pointes effilées. À leurs oreilles pendaient des bijoux en os qui leur donnaient un air encore plus bestial. Leur chef, un vieil homme sec comme un tronc de bouleau, souriait d'un sourire largement édenté, le sourcil froncé, alors qu'il observait les cavaliers de Théobald qui mettaient pied à terre et cherchaient quelques arbustes pour attacher leurs chevaux. Malgré la température hivernale de ce début de nuit, les barbares ne semblaient pas souffrir du froid. Aucun des guerriers ne tremblait. Ils étaient pieds nus dans la neige et trouvaient la force de rester stoïques. Quel être humain peut supporter cela sans broncher, pensait Ramène. Les tractations se poursuivirent pendant toute une partie de la nuit, et c'est ainsi que Théobald IV obtint le soutien des barbares du Givangar, une armée d'1 millier d'hommes, en échange de la promesse d'acquérir le marais salant de Péchingre. Une négociation fructueuse pour le monarque, qui n'avait fait que promettre quelque chose qu'il ne possédait pas, en échange d'un appui militaire de tout premier ordre. Au petit jour, la petite assemblée se salua sans plus de protocole, ce qui fit dire au roi que ces nomades étaient des interlocuteurs avenants, malgré des abords sauvages. En gage de bonne foi, et en sus des 40 coupelles de sel, Théobald dut consentir à leur laisser son conseiller Ramène, ce qui fut pour ce dernier une surprise de taille. Alors que le fiacre avait fait demi-tour et repris la route du col, Théobald entendit pendant les 100 premiers mètres où il s'éloignait du lieu de la rencontre la voix vociférant de son conseiller, dont les lamentations plaintives s'élevaient au-dessus du parterre neigeux pour aller trouver quelque écho contre le flanc montagneux.